On repart les amis, on repart avec Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Salut Stéphane. Merci beaucoup de revenir nous voir, dernière fois de l'année d'ailleurs, puisque on va tirer le rideau de fer quand même à la fin de la semaine prochaine. Pas rideau de fer, c'est pas rideau de fer. Mais justement si, rideau de fer, voilà, parlons-en alors. Élection, l'autre match France-Allemagne. D'abord, alors ça sort un petit peu de notre champ habituel, mais je sais que tu regardes ça avec beaucoup d'attention, la vie politique en France, même si c'est pour... la dénigrer fortement, voilà. Oui, on va dire ça, oui. Je me souviens, tu disais, mais ce n'est que du bavardage, que du bavardage. Comment est-ce que tu regardes les choses, là ? En fait, la question, Jean-Pierre, pour rester dans notre sphère, c'est... Est-ce qu'à un moment, là, ce taux d'abstention, ce président qui sera peut-être réélu, mais on se demande derrière si il aura une majorité. J'entendais Jean-Pierre Raffarin ce matin, c'est très intéressant, en disant oui, il est réélu, mais enfin là, il ne gagne pas législatif, quoi. Voilà. Raffarin disait, c'est intéressant, Raffarin disait, on a un président qui a un problème de parti, et on a un parti leader qui a un problème de président. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leadership. On a des républicains qui n'ont pas de leadership et un président qui n'a pas de parti. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'à un moment, quand même, ça ne va pas un petit peu les préoccuper ? Ce que je remarque depuis le quinquennat, c'est que fondamentalement, l'élection législative ne sert plus à grand-chose. Mais comment ça, elle ne sert plus à grand-chose ? Mais non, tu vas voir, là, mon vieux. Les Français sont légitimistes, donc ils accordent la majorité, quel que soit le degré de popularité. Non, mais regarde... Raffarin, ce matin, disait... Regarde Chirac en 2002, c'est le premier. En 2002, il l'emporte avec à peine 20% des suffrages exprimés au premier tour. Mais pas sur une réélection. Tout le problème, de la vague... Oui, mais c'était 97, c'était une fausse réélection. On sortait de cohabitation. Il est élu en 95. Il est élu en 95, il perd législative. Et donc, en fait, d'une certaine manière, il est réélu en 2002. C'est presque une nouvelle vague. T'as Hollande en 2012. Enfin, tu vois, t'as le nouveau, celui que personne n'attendait 2 ans auparavant, Macron, qui arrive sans parti. Oui. Sans parti, avec une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, sauf que là, il n'y aura plus l'effet de surprise. Il n'y aura plus tu vois, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est juste. Voilà. Il n'y aura pas l'effet de surprise. Mais néanmoins... Moi, je crois qu'il y aura un gros taux, si Macron repasse, il y aura un gros taux d'abstention, peut-être pas aussi fort que celui des régionales, mais il y aura un gros taux d'abstention, mais in fine, les gens lui donneront une majorité. Il est laminé partout. Enfin, j'avoue que c'est spectaculaire, là, quand même. C'est les mecs de la République En Marche qui sont laminés. Mais oui, mais il n'aura pas meilleur. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place ? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux mettre à la place ? Bon, après, il y a Marine au 2e tour, semble-t-il, malgré tout. Qui aura sans doute les mêmes problèmes, d'ailleurs. Problème en termes même de décuplé. Oui, voilà, problème décuplé. Et après, tu as effectivement... Alors, Mélenchon est dans les choux, évidemment, et je prends les 4 premiers de 2017. Et tu as... Alors, Fillon a fait quand même, malgré ses problèmes, avait fait 20. Et tu as des types... Xavier Bertrand, qui peut accrocher un 14-15 pour l'instant. Alors peut-être qu'il va réussir à transformer l'essai de ce point de vue, parce que son gain par rapport aux dernières élections est énorme, Xavier Bertrand, peut-être, mais c'est pas acquis. Non. C'est un ancien ministre sarkozyste, etc. Ah, ça c'est sûr que... Il est quand même pas... Enfin, c'est pas le perdreau, je veux dire, il faut qu'il arrête de nous... Voilà, alors là, il nous fait des grandes déclarations, avec une détermination, mais les Français en ont déjà entendu, du centre-droit ou de la pseudo-droite française. Ça fait des décennies qu'il n'y a pas de mec de droite, en fait. Non, mais en fait, le sujet, l'histoire telle qu'on peut la raconter là, et c'est en ça où ce que disait Raffarin, qui a quand même, aujourd'hui, il est un peu retiré du truc, et il a quand même une très, très solide expérience. L'idée, c'est qu'en fait, on va peut-être chercher un profil de Premier ministre. Finalement, si tu veux, tu as un Macron réélu, réélu, et puis derrière, tu auras en fait un chef de campagne, le LR battu, sera en fait chef de campagne législative et Premier ministre. D'une certaine manière, c'est Édouard Philippe, c'était un représentant on n'en est pas très très loin, exactement, on n'en est pas très très loin. Ça veut dire continuation. Voilà. La seule véritable évolution, c'est qu'au fur et à mesure des problèmes du déclin de la France, du déclassement, appelons-le déclassement, décadence, tout ce que tu veux, c'est qu'au fur et à mesure, si tu veux, l'écart au 2e tour se réduit entre une formation qu'on va qualifier de populiste et une formation du système, sachant que la gauche est dans les choux. La gauche.
Oui, totalement. Elle est totalement dans les choux, dans les intentions de vote et même dans la reconnaissance même de leurs idées ou de leurs pseudo-idées ou de leur absence d'idées. On va voir, ça va être intéressant d'ailleurs de voir l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on va voir, là, pour la première fois, on a une sorte de tube à essai sur une région quand même très très importante, une alliance à 3, et on va voir ce que ça va donner. On va voir même comment leurs propres électeurs vont se comporter. Parce que je vois dans le résultat des élections, outre le fait que c'est pas très intéressant pour les élections présidentielles, parce que tu as un taux d'abstention de 60%, tu as une composante locale qui joue énormément, et la troisième chose, c'est qu'il y a une prime au sortant. On le voit à la fois dans les formations de gauche traditionnelles, dans les formations de droite traditionnelles. Donc c'est pas extrêmement utile, si tu veux. Alors après, l'alliance des trois contre Pécresse, si Pécresse un temps soit peu s'est mobilisé son électorat, joue un peu contre l'extrême droite et joue un peu contre la gauche sectaire radicale, comme elle a déjà commencé de le faire dimanche soir, elle devrait passer. Ou alors, si elle ne réussit pas à passer, c'est qu'elle n'est pas très bonne. Hein. Excuse, mais enfin, voilà. Non, mais bon. Parce que pour se payer des pulvars et des hautains, quand même, dans le Conseil régional d'Île-de-France, il faut quand même le faire. Déjà qu'on a Hidalgo à la mairie. Alors non, mais ça ne part pas sur ce terrain-là. Non, mais c'est même pas un point de vue, c'est même pas un point de vue de fond, si tu veux. Non, c'est pas un point de vue de fond. Non, mais c'est pour ça que pas partir sur ce terrain-là. Voilà, c'est pas un point de vue de fond. C'est quand même une question de qualité de la classe politique française aussi. Alors c'est pour ça que je te parlais de bavardage depuis des années. C'est des années que tu me parles. Il y a quand même eu un déclassement. Moi, tu vois, quand j'étais étudiant à Sciences Po, on avait Giscard d'Estaing. Alors on peut penser ce qu'on veut de Giscard d'Estaing, mais si tu regardes les ministres, le Premier ministre qui a été mon prof à Sciences Po, d'ailleurs Raymond Barre, etc., c'était quand même, je m'en souviens très bien, quand même d'un autre niveau. Alors c'était de droite, gauche, c'est pas la question. C'était quand même largement supérieur en termes de recul, de culture, de connaissances économiques, scientifiques, etc. Et le déclin, de ce strict point de vue, il a commencé avec Mitterrand, d'ailleurs. Je dois le reconnaître. Bon alors. Non mais bon, c'est de l'histoire, ça. Mais non, mais tout ça pour aussi venir sur notre élément allemand, alors, oui. Parce que tu t'intéresses beaucoup à ça. Donc, ce sera le premier grand rendez-vous de la rentrée, en fait. Oui, voilà, fin du mois de septembre. Fin du mois de septembre. Là, je regardais, donc, tu me dis, donc la CDU-CSU a publié son programme. Armin Laschet, alors donc c'est le candidat putatif à la succession d'Angela Merkel, tu me disais, c'est pas joué. C'est pas joué qu'il soit... que ce soit lui. Que ce soit lui. Parce que les sondages sont... D'abord, la CDU-CSU a eu beaucoup de problèmes au cours des dernières années, notamment après la crise des migrants, etc. Il y a eu la progression de l'AfD qui a reculé à cause de ces problèmes. Tout ça a été très volatile. Et ensuite, tu sais comment est le mode de scrutin en Allemagne depuis 1949. C'est un mode de scrutin à la fois proportionnel et majoritaire, au niveau des Länder, etc. Et donc, pour avoir la majorité tout seul, CDU-CSU, il faut quand même avoir un score très élevé, en moyenne fédérale. Et ça, il n'est pas du tout acquis qu'il l'est. Donc, ça veut dire qu'il doit composer. Composer qui ? Alors, il y a l'allié fédéral, l'allié du parti libéral FDP, mais il faut qu'il fasse 5% au niveau national. Et puis, tu as les Grünen. Alors, Grünen, d'Annalena Baerbock, qui est la leader, enfin la Baerbock, pardon, qui est la leader, enfin l'une des deux leaders des Verts. Les Verts en Allemagne n'ont rien à voir avec les nôtres, hein, enfin pas grand-chose à voir avec les nôtres, et ils sont assez ouverts, d'ailleurs dans certains Länder ou dans des villes, ils peuvent gouverner ensemble, voilà. Et donc ça change pas mal les choses, si tu veux, parce que tu pourrais avoir une majorité CDU-CSU Vert. Absolument. Tu l'as dans certains Länder. Dans certaines collectivités territoriales en Allemagne, absolument. Et donc, aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué dans les élections locales, c'est assez volatile. Notamment en Saxe dernièrement, la CDU fait un retour qui n'était pas prévu. Enfin, tu vois, tu as des bizarreries un petit peu, parce que, bon, bah, il y a un degré de lassitude, hein, comme en France, lassitude démocratique, on va dire, par rapport au manque d'imagination, au manque d'impulsion des élites politiques, on va le dire. Mais eux, non, pas du tout, parce que c'est la question que je voulais te poser aussi sur la France, c'est-à-dire, il y a, on le voit bien, ben là, on l'a vu avec la Hongrie, à l'occasion de l'Euro, d'ailleurs, c'était intéressant, j'ai appris des tas de trucs sur Viktor Orban, et sur la façon dont il politise même le football, enfin, c'est très étonnant avec une... Je m'excuse, mais enfin, je ne veux pas t'interrompre. Vas-y. Mais les autres aussi le politisent. Enfin, je veux dire, lui, il répond à autre chose, c'est pas la même chose. Comment ça, les autres aussi le politisent Oui, t'as raison, Macron, il en fait des caisses aussi. Bah oui, mais lui, visiblement, va très très loin quand même, hein, sur le... Mais il joue un peu comme Erdogan, d'ailleurs, c'est marrant. Le Turc aussi, il va très très loin, il a créé son propre club de foot à Istanbul. Lui, il joue l'alternative droite nationale, en fait, d'une certaine manière, Orban. Et en Pologne, en Slovaquie, t'as la même chose. Et en fait, Orban est le produit, enfin, comment dirais-je, les velléités nationalistes que tu vois en Europe centrale, c'est la réponse de quoi ? La réponse de
du déclin européen, d'une manière générale, du déclin du fonctionnement institutionnel de l'Union européenne et de la crise des migrants, ne l'oublie pas. Oui. Ça, c'est le legs, l'un des legs d'Angela Merkel. Elle a foutu un bordel sans nom en Europe centrale, en Italie. Et n'oublie pas que si on dépend d'Erdogan, aujourd'hui, l'épée de Damoclès d'Erdogan sur les réfugiés, c'est grâce à Mme Merkel. J'aimerais bien qu'on fasse un petit bilan là-dessus. Et Armin Laschet, en l'occurrence, l'a soutenu dans cette histoire-là. Sur cette histoire-là. Sur cette histoire-là, il n'a pas été le cas d'ailleurs de pas mal d'autres membres. Ce qui n'était pas le cas d'autres barons, effectivement, de... Non, mais Armin Laschet, si tu veux, globalement. Ce qui le rend peut-être d'ailleurs plus compatible, effectivement, avec les Verts pour... ce qui le rend plus compatible de ce point de vue. Non, mais en fait, il fait comme Angela Merkel, il ramasse partout. En fait, Angela Merkel, en 16 ans, elle a été surtout attentive à quoi? À ses sondages. Voilà, c'est ça, en fait. Fondamentalement. C'est une femme sans vision. Oui, mais ça, tu... Non, mais je t'ai dit, ça, tu nous as... Non, mais attends, femme. Tu nous as déjà fait le sketch sur... Non, mais je veux pas faire un truc personnel, mais je veux dire, sur les 16 dernières années, enfin, depuis 2005, depuis qu'elle a été élue, fondamentalement, l'Allemagne n'a pas de vision. C'est le vide stratégique total. Non, mais sur le plan, au-delà de l'économie, je veux dire. Elle a la vision de ces vieux électeurs qui veulent ne rien changer. Bah oui, mais à un moment, enfin... Oui, mais la grosse Suisse. Ah non, mais le problème, c'est qu'il y a des défis ailleurs, qui s'appellent Chine, qui s'appellent Trump, qui s'appellent Erdogan, alors, ils en parlent qui s'appellent dans leur Poutine, programme. qui s'appellent plein de choses. Qui s'appelle transition numérique sur lesquelles ils sont en retard, qui s'appelle rénovation des infrastructures. Enfin, il y a d'autres problèmes. On ne peut pas gérer l'avenir d'un pays uniquement en tenant compte. Effectivement, c'est le pays le plus vieux, enfin l'un des pays les plus vieux du monde, puisque les plus de 65 ans représentent 21% de la population. L'âge médian est quasiment à 47 ans, un petit peu moins. Hein. Donc, évidemment, je comprends. Hein. Mais si tu veux, l'Europe existe, il n'y a pas que l'Allemagne, et puis il y a besoin d'avoir une autre ambition pour le futur de l'Allemagne. Alors, parlons-en justement. Est-ce que donc, dans le programme CDU-CSU, le plus grand défi de politique étrangère et de sécurité est posé aujourd'hui par la République populaire de Chine, écrivent-ils, un rival systémique, donc ça c'est le nouveau terme, rival systémique, qui sort de l'OTAN. Oui, mais je me demande moi aussi ce que ça veut dire, rival systémique. Non, mais c'est du baratin encore. Tu vois, c'est un truc pour combler les insuffisances passées. Parce que s'il y a bien un chef d'État ou de gouvernement systémique qui a été naïf... Non, mais attends, parce que nous aussi, Biden disparaît, les Américains disparaissent, rival systémique, c'est le nouveau vocabulaire de l'OTAN, ça. Je te parle au cours des 10-15 dernières années. Ceux qui ont été les plus naïfs du point de vue de la politique de la concurrence, de la politique commerciale à l'égard de la montée chinoise, pas montée commerciale, montée technologique, politique et militaire, c'est bien l'Allemagne. Ça, je peux te le dire. Voilà. En quoi ils ont été naïfs? Enfin, ils ont... profiter de la montée en puissance de l'usine chinoise en vendant des masses de machines-outils. Mais ça, c'est pas une stratégie. Ensuite, ça c'est une vision. C'est leur stratégie mercantile, c'est une stratégie. Mais c'est pas une stratégie. Alors, non, pour moi, c'est pas une stratégie. C'est très court terme, si tu veux. C'est pour aider, effectivement, les parts de marché, enfin, sauvegarder les parts de marché. À court terme, tu te fais une industrie de la machine-outil qui est la meilleure du monde, c'est pas. Mais elle l'était avant. C'est pas vrai, ça. Je suis pas d'accord avec toi. Puisqu'elle l'est, autant aller servir les marchés qui achètent. Je vais te dire une chose. Les parts de marché, quand même, commencé à baisser en Allemagne, alors moins que nous, mais dans les dernières années, ils ont baissé. Les coûts de production, les coûts salariaux unitaires de l'Allemagne, qui s'étaient nettement améliorés après Schröder dans les années 2000, ont rejoint l'Europe. Les gains de productivité, parce que ça ne sert à rien de faire des parts de marché pour faire des parts de marché, les gains de productivité ont décliné en Allemagne en relatif à nous. Les taux de marge ont baissé. La profitabilité, la productivité du site industriel allemand décline. Voilà la réalité allemande. D'accord. Donc c'est une vision purement court-termiste, très sondage, etc. Avec une vision un peu cucul-à-praline, très égocentrique, rentière, la fermière qui garde ses sous, quoi, en fait, et qui compte ses sous. Non, mais c'était ça. Attends, sur la crise Lehman et sur la crise de la dette souveraine, elle a dit quoi aux pays d'Europe du Sud et à la France? Elle a dit, faites comme nous, baissez les salaires. Ah, vous avez des salaires trop hauts. Ok, ça, ok. Mais sur la crise de la dette souveraine, d'accord, mais on ne peut pas dire deux choses, Jean-Pierre. On ne peut pas dire, elle a eu tort de laisser rentrer les migrants, ce qui a été un geste, chacun en pense ce qu'on veut, mais ce qui a été un geste quasi révolutionnaire, voilà, je vais le dire comme ça, au cœur de l'Europe, et dire c'est une fermière qui compte ses sous, tu vois. Elle a été capable de choix, elle aussi, de choix politique fort. C'est la contradiction. C'est-à-dire qu'elle a été extraordinairement exigeante à l'égard de ses partenaires européens, et on est ensemble quand même depuis 1957. Hein, y compris l'Italie, dans quelle situation elle l'a mis? T'as vu les dépenses d'éducation? Enfin, je veux dire, l'Italie encore plus déclinée.
Alors qu'en plus, c'est un pays qui faisait des efforts. Enfin, c'est l'Italie qui s'est mise elle-même dans cette situation, Jean-Pierre. Mais l'Italie des années... Comme nous, l'Allemagne n'est pas responsable. L'Italie des années 80... Ben oui, mais on vit dans une union monétaire, donc il faut être un minimum solidaire. On ne peut pas dire dans une union monétaire, faites comme nous, baissez les salaires, baissez la demande intérieure pour avoir un excédent courant. Ça ne veut rien dire. Et à quoi il sert son excédent courant? Tu veux me le dire? Avant Covid, il avait un excédent courant de 7% du PIB. À quoi ça sert? Alors que cette épargne, on aurait pu l'utiliser pour rénover les infrastructures, pour favoriser la transition énergétique, climatique, y compris en Allemagne d'ailleurs, parce qu'il y a des besoins. Non, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire son comportement de rentier d'épargnant, là, à acheter des trésoreries qui rapportent 1%. C'est ridicule l'attitude de l'Allemagne. Ridicule. L'excédent courant ne sert à rien. L'excédent budgétaire, il sert à quoi? À quoi ça sert un excédent budgétaire? Alors qu'il y a plein de besoins en Allemagne. Il y a plein de besoins, ça sert à quoi? Ça sert à rembourser la dette. Non, à faire baisser les taux d'intérêt. Ça sert à rembourser la dette. Mais non. Et oui, et ça sert à... Alors malheureusement... Ça sert à la France à pouvoir, ça donne de la solidité à l'euro et donc ça nous permet de nous endetter à gogo. Hein. C'est Mario Draghi qui a sauvé la truc. Ce qu'a fait Angela Merkel entre 2008 et 2012, avant que Mario Draghi sauve le truc, c'était qu'elle demandait à la BCE, elle a fait pression à la BCE pour augmenter ses taux, elle a fait pression dans tous les gouvernements pour tous pratiquer l'austérité budgétaire en même temps, ce qui nous a renvoyé en récession, je te le rappelle, entre 2011 et 2013. Elle a fait une surenchère prudentielle pour contrôler les établissements de crédit, alors qu'elle a le système bancaire... Attends, parce que je vais te faire plaisir. Mais parce que je vais te faire plaisir, parce qu'ils ont l'air de vouloir continuer quand même. Donc, programme de la CDU-CSU, nous voulons revenir le plus rapidement possible à des budgets équilibrés, sans nouvelles dettes, abaisser le taux d'endettement des administrations publiques sous la barre de 60%, sans hausse d'impôts, donc ça veut dire à un moment, il va falloir serrer le kiki, comme les disent, et donc sur l'idée d'une mutualisation des dettes, puisque c'est peut-être à ça que tu penses, comme le disent les critères de Maastricht, chaque État est responsable de son propre endettement. L'idée est d'éviter une situation dans laquelle un pays est lié aux dettes d'un autre. Ce principe est toujours d'actualité. Voilà. Il fait ce qu'il veut. C'est ce que dit Armin. Mais il fait ce qu'il veut, Armin Laschet, pour son pays. Voilà. Mais cette doctrine ne doit pas s'imposer à l'ensemble de l'échelle européenne. Et cette doctrine ne s'impose pas. Simplement, nous, on est incapables de la moindre rigueur budgétaire. Je dépense donc je suis. C'est une phrase de Jean-Pierre Petit. Oui, donc, je suis d'accord. Mais ça ne fait rien. Enfin, je veux dire, ça ne fait rien. Du point de vue de l'optimum européen... Les gars n'ont pas envie d'être emportés par nos propres dérives. Tu vois, c'est ça le sujet. Mais ça fait 30 ans qu'on dérive. Est-ce que ça a posé un problème pour l'Allemagne? Non, parce qu'elle a mené cette politique que tu qualifies de politique de boutique. Non, parce que ça a maintenu la demande domestique quand même en Europe. Je te signale qu'ils font 38% de leurs exportations, ils le font en zone euro. Si on s'effondre, ils seront en difficulté. Hein, et le pays. Tu veux dire heureusement qu'on fait du déficit pour acheter des BMW, quoi. Ça leur sert bien. Et par comme ailleurs, les sous-marins grecs à la grande époque. 40% de leurs exports. 40% de leurs exports. Et je vais te dire une autre chose. Ils sont créditeurs à notre égard, créanciers à notre égard. Tu connais la maxime de Keynes. If I owe you £1, it's my problem. If I owe you 1 million pounds, it's your problem. C'était Keynes, c'est ça? Parce que Keynes, ouais. Je l'ai entendu plein de mecs le dire sur leur banquier. Non, mais c'est une idée de bon sens. Enfin, bon, Keynes, oui, why not? Mais non, mais ce que je veux dire. Je peux le dire maintenant, c'est ce que Patrick Drahi disait à un moment où il avait une masse de dettes comme ça. Bon, on peut le dire. Et il disait, oh, ça c'est quand vous avez une telle masse de dettes, c'est plus votre problème, vous dormez très très bien. C'est le problème du banquier. Mais c'est vrai. Ça peut justifier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, ils sont pris et en plus, ils n'ont aucune alternative stratégique. Ils vont aller où? Vers Poutine, vers machin. C'est pour ça que moi... Non, alors oui, et puis lui aussi, ils en parlent de Poutine. Attends, un mot là-dessus, puisqu'on en parlait, on a parlé de la Chine. Et effectivement, sur Poutine, là aussi, les choses sont assez claires. Il a brisé nos valeurs, quoi. En gros, faudrait que je retrouve ça. Voilà, oui. La Russie défie nos valeurs et viole le droit international. Voilà, à travers l'annexion de la Crimée. D'accord, mais ça, il tient ce discours-là, sur la rigueur budgétaire, à son électorat traditionnel. Oui. Donc ça, c'est normal. Oui. Voilà, donc c'est tout. Il faut pas... Mais pour l'instant... Mais ça veut dire que tu n'as pas peur, toi, qu'à un moment, il y ait quand même... Parce que je veux revenir sous les 60% de dette sur PIB. Nous, on va être incapable de revenir même sous les 120. Donc, à un moment, quand même, ça sent la fracture, non? Non, je ne crois pas. Tu crois pas? Je ne crois pas et je pense que si jamais... ça parce que justement, ils peuvent aller nulle part, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Et puis Armin Laschet, en fait, il fait ça pour son électorat parce que c'est vrai que c'est un mec
perçu comme très ouvert à l'Europe, proche de la France, enfin dans l'ensemble, par rapport à Stoiber ou d'autres. Et donc de ce point de vue, il doit donner un petit peu des gages à l'aile traditionnelle de son parti. Mais sinon, fondamentalement, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Et que avec Draghi en Italie, Macron en France, et puis d'une manière générale, avec ce qu'on a connu depuis 12 ans, je crois qu'on ne reviendra pas aux critères de Maastricht traditionnels. Voilà. D'ailleurs, ils ne sont pas appliqués en 2022, je te rappelle. Non, ils ne sont pas appliqués. Toujours pas appliqués. Mais il y a les Bataves qui vont revenir, il y a les Hollandais qui vont revenir, la Ligue hanséatique qui va revenir ils avec cette reviendront, idée. si tu veux. Et de toute façon, moi, si jamais ça évolue mal, je suis assez pour la confrontation. Il y a un gars qui s'appelait De Gaulle qui a pratiqué la politique de la chaise vide en 65-66 quand ça lui convenait pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'on était en position de force à ce moment-là. Là, on n'est plus du tout en position de force, Jean-Pierre. On a Mario Draghi, on a un pays qui représente quand même 15% du PIB de la zone euro, qui est crédible, même en Allemagne, enfin, qui a une certaine crédibilité. Mario Draghi est crédible, oui. Il a une crédibilité internationale, on va dire. On a Macron qui tient à peu près la route, c'est mieux qu'avant, etc. On aura les pays d'Europe du Sud qui sont considérablement améliorés, l'Espagne et la Grèce, etc. Donc si jamais ils sont agressifs à notre égard, il faudra se confronter à eux. Voilà. Mais on ne peut pas revenir aux critères de Maastricht. Et tout le monde le sait très bien. Moi, il y a dans la littérature académique, chez les économistes universitaires, il y a plein de gens qui écrivent aujourd'hui que de toute façon, les critères de Maastricht, on ne peut pas revenir dessus. Il y a eu un rapport du Conseil d'analyse économique ou du Cercle des économistes. Mais eux, ils disent ce qu'ils veulent. Enfin, c'est pas eux qui... Non, mais au niveau international, alors qu'il y a 10 ans, je m'en souviens très bien, quand j'étais en débat avec toi en 2009, 2010, 2011, 2012, au moment de la crise de la dette souveraine, tu avais plein de gens que tu recevais d'ailleurs. Ah, mais bien sûr. Qui te disaient, non, c'est bien, il faut augmenter les taux. Mais ça marche pas. Ça marche pas économiquement et ça marche pas politiquement, c'est impossible. Tu disais qu'on peut plus... Mais aujourd'hui, politiquement, tu peux plus. Parce que tu dépends de quoi ? Regarde les Gilets jaunes. C'est une décision d'un mec dans le bureau de l'Élysée qui décide d'augmenter la fiscalité dont tout le monde se fout sur les carburants. Et résultat, tu as des émeutes comme tu les as pas vues depuis la guerre d'Algérie. Donc tu as quand même un problème de soutenabilité politique. C'est pas une question économique, financière. C'est la soutenabilité politique. Et c'est même l'avenir de la démocratie, d'une certaine manière. Voilà. Donc on s'en fout de... Ça marche pas et ça pourra pas marcher. Oui. Ce qui nous amène à un autre débat, qu'on n'aura pas, mais ce qui derrière pose... Alors à ce moment-là, la question de l'annulation d'une partie de cette dette. C'est-à-dire que à partir du moment où tu dis, je sais que toi tu es favorable à ça, à partir du moment où tu dis il peut pas y avoir de retour en arrière et surtout on boucle la boucle. Nos démocraties sont quand même trop fragiles pour qu'on prenne le risque de l'austérité, quoi. Globalement, voilà, c'est ça Bien sûr. Le sujet. Et de toute façon, la dette, on l'annulera d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Si on a des taux d'intérêt réels négatifs, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui risquent de durer très longtemps, en fait, in fine, au fur et à mesure du temps, pour un équilibre budgétaire donné, pour une politique budgétaire donnée, on finit par annuler la dette. Fondamentalement. Ah oui, mais il faut quand même pas mal de temps avant que je prends le pari avec toi que ça va durer très 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 longtemps. Des taux d'intérêt négatifs ? Ah oui, réels négatifs. Réels négatifs. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se plaindre de la remontée de l'inflation. C'est-à-dire si on enlève un petit peu d'inflation et quand même un petit peu de croissance. Si on a 2,5-3 dans les prochaines années, personne n'est jamais mort d'une inflation à 2,5-3. Si on revenait à une inflation à 2 chiffres, là, comme dans les années 70, je sais ok. Mais qu'on sorte des pressions déflationnistes qu'on a connues depuis Lehman Brothers, avec une inflation, surtout en Europe continentale, désespérément faible, eh bien tant mieux qu'on revienne à 2,5 ou un truc comme ça. Donc, on conclut, élection allemande, début septembre. Et puis je voudrais juste... ne lisez pas donc ce qu'écrit la CDU-CSU, on s'en fout complètement, voilà, nous dit Jean-Pierre Petit. Et j'avais juste un point que je voulais regarder rajouter. Ce que font les Verts, vas-y. C'est que l'économie allemande est considérablement affaiblie. Parce que le monde... C'est passé là, par l'année ? Non, mais d'une manière... Oui, ça, on nous sortait là, on ne pouvait pas lire un article du Figaro l'an dernier, dans lequel on ne disait pas, c'est génial l'Allemagne, sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Oui. Sur le plan sanitaire, on s'aperçoit qu'ils ne tiennent pas compte des tests post-mortem, donc on verra ça dans 2-3 ans. Oui, mais ça, on verra. Sur le plan économique, ils ont fait moins 5,1 l'an dernier. La zone euro hors Allemagne a fait moins 7,3, donc 2 points d'écart. Cette année, ils vont faire combien ? 3,8. Et la zone euro hors Allemagne va faire 6,2. Donc on va complètement combler. Il n'y a pas d'avantage économique à l'Allemagne. L'Allemagne est à moins 7 au T1, je te le rappelle. Donc il n'y a pas d'avantage à l'Allemagne.
C'est les Bataves, c'est les Hollandais. Et si je peux rajouter une petite chose ? Alors, toute petite, mais t'as plus de voix, c'est pour ça c'est que on s'arrête. Le modèle Et allemand... Je peux pas te donner un coup à boire. Oui, pour fêter la saison. Le modèle allemand est en perte de vitesse. Dépendance très forte à l'égard des énergies fossiles. Le modèle qui n'est pas compatible avec l'environnement, notamment la chimie. L'automobile thermique. Ça, c'est un vrai sujet. Dépendance très forte à l'égard des chaînes de valeur internationales, et c'est dangereux. États-Unis, Chine, Royaume-Uni. Vieillissement accéléré, décomposition du système bancaire. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas en Allemagne. Et ça, je remarque, alors il y a des trucs qui fonctionnent mieux que chez nous. Ça, la formation professionnelle, il n'y a pas photo. Le fonctionnement du marché du travail, il n'y a pas photo. La recherche-développement est plus élevée que chez nous. Il y a plein de trucs qui fonctionnent mieux. Mais les trucs qui ne fonctionnent pas, souvent en France, je crois qu'on les néglige considérablement. L'Allemagne, il y a une sorte de fascination. Voilà, toujours, mais idiote. Et l'Allemagne sous-performait la zone euro en 2018-2019 avant la crise Covid. Ça, c'est un peu oublié aussi. Eh oui. Bien. Merci Jean-Pierre.